Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de 3 ans que j'ai allaité durant 1 an et je suis la créatrice de ce podcast. Dans la vie, je suis ostéopathe et spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. J'accompagne spécifiquement certaines problématiques d'allaitement en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement, permettant un allaitement serein pour la mère et l'enfant. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'était le manque d'informations, de partage d'expériences et de vécu dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mères et des pères sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Mon objectif est simple, vous informer, vous donner des clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. On retrouve aujourd'hui Bérangère qui est revenue milkshaker avec moi. C'est bien simple, cet épisode est la suite de l'épisode 29 où elle nous raconte ses 2 premiers protocoles de lactation induite et le début de son 3e dans le but d'allaiter ses chouchous qu'elle adopte au Maroc. Je ne vous en dis pas plus, Maria est donc arrivée dans leur vie au printemps 2021 et spoiler, elle est allaitée. Ça a été simple et compliqué à la fois. Je suis enchantée de vous proposer d'écouter la suite de cette histoire qui me touche beaucoup. On en profite aussi dans cet épisode pour parler des différences culturelles autour de l'allaitement entre France et Maroc, ce que disent les textes religieux et ce que cela implique. C'est passionnant. Vous êtes prêts pour les étoiles dans les yeux ? Go ! Je vous souhaite une très belle écoute. Salut Bérangère, re-bienvenue dans Milkshaker. Et ouais, ça y est, je suis de retour. Bérangère, on t'a déjà entendu donc dans Milkshaker, je le répéterai dans l'introduction. Parce que tu es donc la maman de Milkshaker qui a déjà mis en place 2 lactations induites pour adopter ses 2 premiers enfants. Bon, déjà, moi, ce que je veux dire, c'est que je suis surexcitée à l'idée de faire cet épisode. En fait, je l'attends depuis... ça va bientôt faire 1 an qu'on a tourné le premier épisode, finalement. Ça. Et donc, tu étais en passe de savoir quand est-ce que tu allais aller chercher ton 3e enfant que tu ne connaissais pas, tu ne savais pas encore qui ce serait, etc. C'était le grand suspense. Est-ce que cette lactation serait menée à bien ? Est-ce que j'allais m'arrêter avant ? Enfin, voilà. Ouais, parce que le Covid avait mis un peu de désordre dans tout ça, tu vas nous raconter, mais les démarches ont été... Déjà que adopter, c'est pas facile, mais alors adopter en temps de Covid, c'est encore une autre affaire. Bon, enfin, tu vas nous raconter tout ça. Est-ce que tu peux nous faire déjà un petit update pour ceux qui écouteraient que cet épisode-là et qui n'écouteraient pas le précédent, de qui tu es, combien tu as d'enfants, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et puis voilà, nous dire qu'est-ce qui fait que tu es une milkshakeuse de qualité, quoi. Ah bah, je sais pas de qualité, mais peut-être qui sort un petit peu des clous. Mais c'est vrai que, alors du coup, moi je m'appelle Bérangère, je suis la maman de 3 enfants, tous les 3 adoptés au Maroc. Et ça fait donc mon premier à 8 ans et demi. Et je m'intéresse à l'allaitement du coup depuis une dizaine d'années. Cette idée un peu folle il y a 10 ans qui est en train de se démocratiser, qui est d'allaiter un bébé qu'on n'a pas porté. Mm-hmm. Et voilà, donc le combat a été un peu long. On a grandi un peu plus chaque année, on a pris un peu plus d'infos à chaque fois, et jusqu'à arriver à un résultat merveilleux. Ouais, tu vas nous raconter ça. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous rappeler comment l'histoire a commencé assez brièvement, les grosses difficultés que tu as rencontrées et comment se sont passés tes 2 premiers allaitements ? Alors, du coup, moi, je suis tombée entre guillemets un petit peu par hasard. C'est-à-dire que je me suis demandé si c'était possible d'aller faire un bébé adopter, en sachant que, vu qu'on passe par le Maroc, on sait qu'on a la possibilité d'avoir des petits bébés. Effectivement, si on avait adopté à l'international, peut-être que je me serais pas posé la question, parce que les enfants, généralement, plus d'1 an, etc. Donc, voilà. Et c'est vrai que traditionnellement, dans la culture marocaine, c'est déjà quelque chose qui se fait beaucoup, d'allaiter le bébé de quelqu'un d'autre. Enfin, c'est tout à fait dans la famille et tout, il n'y a aucun problème. Les voisines. Et du coup, je me suis dit, mais peut-être que ça ne serait pas si dingue que ça. J'ai réussi à trouver quelques feuillets du docteur Newman
sur le site de la Leche League. Et petit à petit, voilà, j'ai pris des infos et je me suis dit que peut-être ça valait le coup au moins d'essayer, même s'il n'y avait pas de résultat, j'aurais tenté, quoi. Et puis ça me permettait aussi de faire quelque chose pour mon futur bébé dont je ne savais rien, dans un moment où on est là à attendre, où finalement notre destin entre les mains de personnes qui vont juger un dossier et nous dire si on est apte ou pas. Donc c'était aussi un moyen de l'attendre en étant active. Et du coup, j'ai lancé ce premier protocole. À l'époque, on était sur Nantes, donc j'ai trouvé une super pédiatre au Lactarium qui m'a confirmé que ça se tentait et que voilà, pourquoi pas. Donc on a lancé ce premier protocole. J'ai assez rapidement eu du lait, donc là c'était complètement dingue d'ailleurs, parce que j'étais pas censée en avoir encore, j'avais pas encore commencé à tirer, et je crois que voilà, enfin tout le monde a été au courant. Voilà, à la minute même. Donc voilà, j'ai fait mon petit protocole tranquille et on est parti rencontrer donc notre premier garçon qui avait 6 mois et demi et 2 dents. Voilà, chose à laquelle je n'avais pas pensé du tout. Bon, je savais que bah, pour moi la première étape c'était déjà d'avoir du lait et c'était déjà assez dingue. Et du coup, la mise au sein on a essayé 2-3 fois, mais c'était catastrophique en fait. Parce qu'il savait pas du tout téter. Enfin, pour lui, un biberon, c'était la seule chose qu'il nourrissait. Il comprenait pas ce qu'on lui demandait, en fait. Et voilà, ce bébé, il a été tiré à l'été très partiellement parce qu'il mangeait énormément, mais il avait en gros un biberon tous les jours ou un biberon tous les 2 jours de mon lait, ce qui était déjà génial pour nous. Ça a duré à peu près 1 mois. En fait, le mois où il est resté à l'orphelinat, nous, tous les jours, on venait le voir et son goûter, c'était son bib de lait maternel, quoi. Donc ça, c'était chouette. Et après, quand il est sorti, bon ben voilà, la réalité de la parentalité qui nous saute dessus. Mais comment peut-on libérer du temps pour tirer son lait? Voilà, ça n'a pas été possible pour moi. Donc voilà, ça c'était la première expérience. Du coup, quand on s'est dit qu'on allait adopter un deuxième enfant, au final, on s'est même pas posé la question. Je me suis même pas posé la question. Est-ce que je tente pas? Enfin, pour moi, ça faisait partie du processus en fait. Donc j'ai lancé un deuxième protocole en me disant que j'allais le faire un petit peu plus long, un peu plus sérieusement, etc. Chose que j'ai fait, ça s'est très bien passé et du coup au bout, je crois, 2 mois de tirage, etc., je tirais quasiment 500 millilitres par jour. Ouais, donc là, on avait augmenté. Voilà, on avait augmenté d'un cran, et pour le coup, donc on ne savait rien avant de rencontrer l'enfant. Et quand on l'a rencontré, on ne savait même pas qu'on allait le rencontrer, en fait. Nous, on est rentré dans l'orphelinat en disant on veut juste voir les dossiers, et ils nous l'ont mis dans les bras. Et en fait, c'était un tout petit qui avait 12 jours. Donc, je crois que c'est un des premiers trucs auxquels j'ai pensé, à me dire mais génial, parce qu'il va pas encore avoir l'habitude du biberon, etc. Sauf que on a eu un deuxième, enfin un souci différent. Chaque enfant est différent, et c'est qu'il avait quasiment pas de réflexe de succion parce qu'il était il était en très mauvaise santé, et du coup il était préma, en septicémie, en anémie, enfin. Ouais, la priorité était vraiment à sauver ce bébé. Et il a pris le sein quelques fois, mais c'était plus, c'était plus des tétés câlins où il s'endormait quasiment instantanément. Donc c'était pas nutritif. Après, avec les connaissances que j'ai acquis plus tard, je pense que j'aurais pu réussir à l'allaiter directement au sein. Mais bon, voilà, on fait avec ce qu'on a, avec ce qu'on peut sur le moment. Donc deuxième bébé tir à l'été, mais cette fois tir à l'été en exclusif pendant 3 mois. Donc il avait rien d'autre. Voilà. Du jour où on l'a rencontré, 2 jours après, je crois, on lui a ramené sa glacière avec ses 24 heures de lait dedans jusqu'au lendemain. Donc ouais. Et puis là, 12 jours, du coup, voilà, ils ont des quantités qui sont raisonnables. Surtout que lui, il a petit poids et tout, donc il prenait un bib de 50 millilitres, quoi. Et encore, quand il arrivait à le finir. Donc c'était plutôt cool. Voilà, donc 3 mois et qui ont pris fin au final au retour à la maison, parce que 2 enfants, parce que le quotidien, parce que
Oui, et puis le quotidien du tir-allaitement, quoi. Enfin, j'ai dit un épisode, je sais pas s'il va sortir avant ou après celui-ci, mais on fait un épisode expert sur le tir-allaitement. Voilà, c'est le double du temps, Mais quoi. En termes de complètement. timing, le tir-allaitement, c'est quand même très, très engageant. Donc, tir-allaiter, donner à manger, C'est laver, la ça. Non, vaisselle, les puis machins, rien voilà. que, le rythme d'un nouveau-né, c'est quand même assez soutenu. Et là, au final, c'est un peu comme si tu avais 2 nouveau-nés parce que tu dois tirer toutes les 3 heures et que lui a faim toutes les 3 heures, mais c'est pas le même moment, forcément. Donc voilà. Et en plus, moi, j'avais mon premier qui a très mal vécu l'arrivée du petit frère. Et donc, voilà, s'il fallait en plus que toutes les 3 heures, je sorte le tire-lait et que je lui dise, bah, mon chéri, là, ton frère dort, mais je ne m'occuperai pas de toi tout de suite. Voilà, il avait à peine 3 ans. C'était un peu compliqué, quoi. Donc voilà, ça a été une bonne Ok. expérience avec un bon résultat. Et du coup, quand 4 ans plus tard, on s'est relancé dans les démarches, bah, encore une fois, il n'y avait pas de questions à se poser. Juste là, je me suis dit, écoute, Ah, salut, Jujoute. Elle est en face de moi, si elle est tellement belle. sauf que là, je me suis dit, écoute, j'ai toutes les infos qu'il faut. Donc, bah, je ne sais pas quel sera ce bébé, mais il va pas avoir le choix, en fait. Celui-là Voilà, mangera celui-là au n'aura sein. rien d'autre, C'est ça? et voilà. Non, non, mais après, Oui, quand on a enregistré l'épisode, tu étais finalement en voie d'adoption. Tu étais en train de faire des allers-retours. Avec le Covid, ça arrangeait pas le problème et tout. Et on s'était un peu quitté là-dessus en se disant, voilà, quel sera ce troisième allaitement? Enfin, quel âge va avoir ce bébé? Quelles problématiques tu vas éventuellement rencontrer? Et donc, du coup, est-ce que ça va être possible? Pas possible, mais voilà. c'était, voilà, tu avais envie de connaître l'allaitement un peu dans son entièreté avec Voilà, la puis mise au la sein. question, voilà, la pandémie a rajouté un gros souci, qui est qu'un protocole complet prend entre 6 et 9 mois, et que moi, donc avant de pouvoir partir une première fois, ça faisait déjà 14 mois. On est parti une première fois en septembre, ça s'est pas bien passé, bref, on est resté bloqué, et au final, on n'a pas rencontré d'enfant. Et du coup, quand je suis rentrée en France, j'ai dit, c'est bon, j'arrête tout. J'arrête tout parce que enfin, c'est lourd pour la santé, c'est lourd pour le moral. Bien sûr. C'est bon, j'arrête. Et j'ai arrêté au final pendant 27 jours avant de me dire c'est pas possible, je peux pas avoir fait tout ça pour rien. Et en plus, on sait qu'on peut avoir un appel à n'importe quel moment. Je vais pas avoir fait tout ça et le jour où on m'appelle, me dire bah non, bah j'ai arrêté il y a 2 jours quoi, parce qu'on pouvait nous appeler à n'importe quel moment. Donc j'ai repris. Et on a eu, et voilà, moi, enfin, j'ai repris 1 mois, 2 mois, et au bout du 3e mois, que ce soit moi ou mon mari, on a commencé à se dire, voilà, on va pas continuer indéfiniment. Il y a quand même un traitement, il y a quand même les tirages de nuit, enfin, on sait pas, on peut être appelé dans un an. Donc, voilà. Ouais. Et je m'étais dit, bah voilà, moi je vais jusqu'en avril. Et après, il faut que je me rende à l'évidence. J'avais quand même 20 litres de lait au congèle. On n'était pas non plus sur du j'ai fait tout ça pour rien. Voilà, j'aurais pas non plus pris ça pour un échec, mais à un moment donné, il faut, voilà, faut faire avec ce qu'on nous donne. Et voilà. Et au final, le 20 mars, on a la directrice d'un orphelinat qui nous demande un papier supplémentaire. Donc, le 20 mars 2021, on a ce message nous disant est-ce que vous pouvez me fournir tel papier? Ok, donc on le fournit bien sûr dans la foulée, je crois que dans les 10 minutes, c'était déjà parti par mail. Et en fait, elle nous a renvoyé un message, et il était super tard en plus. Enfin, il devait être 21h, donc elle était même plus dans les locaux, en nous disant bah, j'ai une petite fille à vous proposer. Elle s'appelle Maria, bah, je vous envoie une photo. Et alors, du coup, enfin, on s'y attendait pas du tout. Mais vraiment, voilà. Ah ouais. Et au final, on est parti, enfin, voilà, on lui a dit voilà, on prend une semaine, le temps de s'organiser un minimum avec l'école des enfants, avec le travail, etc. Et on l'a rencontré le 29 mars, donc 9 jours après, on était avec Ouais. elle. Et là, c'était, enfin, quand on a vu la photo, en fait, voilà, moi, je m'étais mis comment dire, une limite entre guillemets de 3 mois, en me disant voilà, je sais qu'un enfant qui aura plus que 3 mois, ça risque d'être un peu compliqué pour la mise au sein. Donc moins de 3 mois, ça serait bien. Et elle avait 2 mois et demi. Ok. Go. Et le premier truc, ça m'a fait rire, c'est que ça a été la réaction de mon mari aussi quand on a vu la première photo où elle souriait. Où enfin, en fait, moi, il m'a envoyé les photos, il m'a pas prévenu. C'est lui qui a reçu les photos.
Et il me les a envoyés direct, sans message, sans rien. Et on était dans 2 pièces différentes de la maison, et il me crie « Elle a pas de dents !» Voilà. Donc c'était assez chouette. Et c'est comme ça que du coup, les quelques jours qui ont suivi, moi j'ai repris la stimulation à fond en me disant maintenant c'est entre mes mains, quoi. C'est entre mes mains, on a la date, on a l'âge, enfin, faut y aller, quoi. Ah bah ouais, là, c'était tout de Ouais, suite voilà. maintenant. Donc vous êtes parti la voir Voilà, juste on est après. parti le 29 et donc la rencontre s'est très très bien passée. Et donc ils nous l'ont présenté. Bien sûr, je l'ai pris dans mes bras et ça, je l'avais partagé d'ailleurs sur Insta. C'est qu'en fait, tout de suite, elle a cherché à téter. À travers les vêtements. Ouais, je me souviens. Ah bah oui, bah elle Après, voilà, participe, c'est c'était une normal. grosse journée, donc j'avais pas tiré depuis un moment. Je pense qu'elle a senti aussi le lait. Mais sur le coup, je me suis dit, mais non, mais enfin, bon. Et j'en ai parlé donc avec la responsable de l'orphelinat qui était là et qui m'a dit ok, par contre, je vous interdis de l'allaiter ou même de ramener votre lait pour elle tant que vous n'êtes pas sorti de l'orphelinat. Sur le coup, ça m'a un peu chagrinée. Et bah, après, voilà, en réfléchissant, c'est des personnes qui connaissent pas mon hygiène de vie, qui savent pas, enfin voilà, et qui ont besoin Bien aussi sûr. de savoir exactement combien l'enfant boit, quand. Chose que je comprends. Donc je me suis dit, ok, il y a aucun souci. Moi, ça m'embête, mais d'un côté, ça va être aussi moins compliqué pour elle. Voilà, si on vient passer 2 heures avec elle, qu'elle peut téter et qu'après il faut qu'elle attende son biberon, ça va peut-être être un peu compliqué. Donc j'étais partie dans cette optique-là d'attendre donc qu'elle sorte de l'orphelinat sans avoir de date. Ça aurait pu prendre une semaine, un mois. Ouais, voilà, parce que rappelle-nous, est-ce qu'il y a une sorte de Alors il y protocole a de temps où tu restes dans l'orphelinat de toute façon? Alors en Comment ça fait, fonctionne? au Maroc, contrairement en France, on fait un agrément qui est général, c'est-à-dire qu'on voit des enquêteurs, assistantes sociales, etc., qui vont venir nous dire, ok, vous êtes apte à adopter un enfant. On a l'agrément, on a le sésame. Et ensuite, on va être apparenté à un enfant, quel que soit le pays ou la démarche qu'on va faire. Au Maroc, c'est l'inverse. Au Maroc, on va rencontrer un enfant, on va faire la demande, Mhm. voilà, je veux adopter cet enfant. C'est-à-dire qu'on commence par rencontrer D'accord, l'enfant et ensuite on va faire toutes les enquêtes. Donc d'une ville à l'autre, d'un juge à l'autre, d'une administration à l'autre, ça peut passer de 3 semaines à 6 mois, quoi. Moi j'ai des parents là dans d'autres villes qui ont mis plus de 6 mois à pouvoir rentrer chez eux avec leur bébé. Donc c'est vrai que c'est toujours le gros stress. Et là, hmm, voilà, en parlant d'allaitement, le gros stress aussi de se dire, ok, elle a que 2 mois et demi, mais je ne sais pas jusque quand elle va rester là. Je ne sais pas si dans un mois elle aura toujours envie de téter. Je ne sais pas. Voilà, chaque bib en plus peut nous éloigner au final. Mais bon, ouais, j'étais prête à respecter les règles et parce que je comprends aussi leur point de vue. Sauf que bien donc sûr. c'était le 29, donc on a commencé les démarches, etc. Et on a eu la chance d'avoir du monde qui nous aide et de connaître les démarches. Donc voilà, il y a une paire de fois où nous, on est arrivé clairement en disant, voilà, on veut faire ce papier et on sait que vous pouvez le sortir maintenant. Ne nous dites pas, revenez dans une semaine parce que vous avez autre chose à faire, en fait. Voilà, il y a un bébé derrière, c'est pas en train de vous parler d'une voiture qui a été vandalisée ou je ne sais quoi. Voilà. Et donc, ça nous a fait gagner beaucoup de temps. Et le 2 avril, on avait déjà fini les enquêtes. Donc, on est D'accord. Ouais, Ah ça a oui, donc ça allait été, hyper vite. on a vraiment couru partout, on a mobilisé toute la famille, enfin, on s'est tapé des kilomètres, les enfants, ils ont vécu dans la voiture, parce qu'on avait notre voiture sur place. C'était vraiment, on a tout donné. Et donc, on avait les enquêtes, on savait que c'était positif, mais il fallait encore attendre que le juge ait une place pour nous faire le jugement. Et donc, ce jour-là, après toute une journée passée dans les administrations, on a pu aller la voir qu'à 19h. Bah, 18h. Ok. Donc on l'avait pas vue de la journée. Donc on arrive, on passe un peu de temps avec elle, et là je vois qu'elle a faim, mais genre vraiment faim, quoi. Elle se mangeait les poings, elle pleurait, enfin. Et je savais que dans l'après-midi il y avait un biberon à 17h, donc je me suis dit bah le prochain doit être à 19-20h, quoi, pas 20h. Et donc il était 18h40 quand vraiment on n'arrivait plus à la calmer, elle avait vraiment faim. Et je vais voir une nurse et je lui dis est-ce que c'est possible d'avancer un petit peu de 20-30 minutes le biberon, quoi, parce que là, enfin, elle est inconsolable et on voit qu'elle a vraiment faim.
Et elle me répond, ah non, mais le prochain biberon pour les petits, c'est 21h. Ah oui, donc encore plus tard que ce que tu Donc, pensais. ok, elle n'a pas mangé depuis 17h. Il faut qu'elle attende 21h. Là, c'est pas possible. Et en plus, on était censé repartir. Donc là, en fait, en gros, on nous demandait de prendre notre enfant qui avait faim, qui était en train de hurler, et d'aller le poser dans une pièce où personne ne viendrait la voir avant 20h30, 21h. Enfin, impossible, quoi. Et donc, on dit à la nurse, mais c'est pas possible, vous pouvez pas les laisser comme ça. Elle nous dit, non, mais, je peux pas la poser en sachant qu'elle va pleurer encore 2h, 2h30. Elle me dit, non, mais de toute façon, elle va être trop fatiguée, elle va s'endormir. Donc, ok, c'est l'option qu'on me propose, de la laisser pleurer jusqu'à ce qu'elle s'endorme d'épuisement et qu'elle se réveille en pleurant en attendant son biberon, quoi. Et là, à ce moment-là, on s'est regardé avec mon mari et c'était sûr que ça allait finir comme ça. En fait, le fait est qu'à cette heure-là, donc vers 19h, les nurses, donc elles étaient que 2, les 2 nurses donnaient à manger au plus grand, donc qui était à table. Et donc, nous, pour cause de Covid, on pouvait rencontrer nos enfants qu'à l'extérieur. Il y avait une petite terrasse, donc on n'avait pas le droit de rentrer dans les locaux, sauf pour le récupérer et le déposer. Et donc, mon mari est parti dans l'orphelinat en disant aux nurses, je vais vous aider. Donc comme ça, il a aidé un peu à donner les repas. Et il a surtout détourné leur attention pour que moi, je m'éclipse de la terrasse et que j'aille rejoindre mes 2 grands qui étaient dans la voiture en train de jouer. Et que je me planque derrière mes vitres teintées pour cette première tétée totalement sauvage et interdite. Encore une fois, Ouais. voilà, en me disant, je sais pas comment ça va se passer. Oui, mais autant essayer, j'avais déjà quoi. testé, elle avait déjà tété mon doigt et tout, donc je me suis dit, voilà, c'est un peu une serial têteuse. D'ailleurs, elle avait des cloques en fait tout en haut de la lèvre parce qu'elle se tétait la lèvre. Donc je me suis dit ça va le faire, mais en me disant au moins juste pour le contact. Et même si elle boit pas vraiment, voilà, ça va la calmer, ça va la rassurer. Et au final, mais elle a tété comme si elle avait toujours tété, quoi. C'était complètement dingue. Mais vraiment. D'ailleurs, j'ai Donc genre tu lui proposes le sein, boum, oui, elle se ça. clipse. Bon après, boum, voilà, la position n'était pas idéale, elle avait pas les lèvres bien retroussées et tout, mais elle tétait, elle a mais là on s'en fout. et en 4 minutes, elle s'est endormie, quoi. Elle a tété, elle s'est endormie. Et quand je l'ai reposée après, elle dormait et la nurse me dit vous voyez, c'est calmé. Ouais. Ok. Et voilà. Et donc c'était notre première tétée. Et d'ailleurs, j'ai regardé la vidéo il y a pas longtemps où on entend donc mon plus petit qui dit, enfin mon grand qui dit mais tu fais quoi, maman? Et, et le plus petit, elle donne à boire à son tété. C'est pour ça qu'elle est cachée dans la voiture. Parce qu'ils avaient entendu qu'on n'avait pas le droit. Ouais, que c'était Donc pas voilà, possible. mais clairement, j'aurais pas pu la poser, mais c'est vrai que la contrepartie entre guillemets, c'est que à partir de ce jour-là, ça a été encore plus dur de la laisser en fait, parce que voilà, tous les soirs, fallait la laisser. Après, ça n'a pas duré longtemps parce qu'au final, on a vraiment été vite. Donc ça a duré une petite semaine parce même pas, on l'a récupéré le 7 avril. Ah ouais, non mais là vous avez fait ça. Ah oui, on a express. tout le monde, enfin personne n'y croyait, hein. Mais oui, on parle de ça. Mais c'est vrai que c'était encore plus dur de la poser, quoi. J'imagine. Comment tu faisais du coup tous les jours? Du coup, finalement tu lui donnais à manger au sein ou Je lui ai redonné après jusqu'à ce qu'elle sorte. Je lui ai redonné, je crois, 2 fois parce que d'un côté, je savais que ça serait. Je me suis dit si c'est dur pour moi de la poser, ça va être d'autant plus dur pour elle de pas avoir ce contact tout le reste de la journée, en fait. Donc voilà, pour elle, moi j'aurais bien fait tous les jours, mais bon voilà. Mais j'ai gardé quand même quelques petites fois, enfin tous les 2-3 jours, en me disant, je sais pas, peut-être qu'elle est en train de perdre cette capacité. Donc au moins, si elle tète une fois de temps en temps, voilà, ça fait une petite piqûre de rappel. c'était pour se rassurer en quelque sorte, se dire qu'elle y arrive. Bon, voilà, allez, c'est ça. encore, C'est bon, elle accepte encore, c'est cool. Et au final, ce qui est ouf, mais sur le moment, je m'en suis pas rendu compte, c'est que le jour où elle est sortie, on ne savait pas qu'elle allait sortir. Encore une fois. Le matin même, au tribunal, on nous dit vous allez devoir attendre encore 2 semaines. Donc
grosse déprime. Et au final, on appelle la directrice, on lui dit voilà, ça se passe bien et tout, mais le juge apparemment a pas de place pour nous prendre en jugement. Nous, on avait tout fini, mais voilà, donc il nous dit encore 2 semaines et tout. Et donc la directrice me dit mais vous êtes pas loin de l'orphelinat, on louait un appartement juste à côté. Oui, on n'est pas loin. Vous n'êtes pas dans un hôtel, vous êtes dans un vrai appart. Vous avez tout le confort d'un appart et tout. Oui. Oui, bah vous venez à 15h, vous la récupérez. Ah, tu peux l'emmener là. Alors, cet enfant n'est pas vraiment adopté, Là, mais on peut l'emmener. Il fait être midi, hein. Donc genre dans 3h, vous la récupérez. Ok. Elle me dit en fait, je fais un papier comme quoi on fait une adaptation, etc. Mais en fait, eux, c'est-à-dire que la petite était encore sous leur responsabilité, mais en faisant entre guillemets une adaptation, sauf qu'elle n'est jamais retournée à l'orphelinat. Mais parce qu'en fait, c'était un orphelinat pour 15 bébés et ils étaient 34. Donc voilà, notamment la nuit, 2 nurses pour 34 bébés. Et sur les 34, il devait y en avoir une dizaine qui avaient plus de 18 mois, quoi. Tous les autres avaient moins de 18 mois. Donc voilà, nous, on connaît la réalité d'un bébé. Donc 18 à 2, enfin, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, ça l'a arrangé. Et le jour où il est sorti, donc on arrive à l'orphelinat à 15h. La responsable me dit « Ah, mais moi, la directrice m'a pas appelé, j'en sais rien. » Non, c'est pas possible, on fait pas ça. D'accord. Donc au final, on a bien la directrice qui appelle et qui explique la situation, etc. Elle me dit « Bah ok, ben voilà, c'est ça. Non, vous la reposez pas, vous partez avec. » Ok. Et au final, donc on finit par partir. Et au moment où je monte dans la voiture, donc on l'a ramenée en voiture, elle se met à hurler. Ce qui est plutôt normal pour un bébé qui a jamais été en voiture avec le moteur, avec sortie de l'orphelinat, etc. Et donc forcément, je la mets au sein parce que au Maroc, c'est pas la norme les sièges auto. Ah oui, d'accord. Oui, là, il n'y a pas de tété cosy. Bah, Hein, non, il n'y a pas de tété cosy. Et de toute façon, on n'avait même pas le cosy parce qu'on n'était pas au courant qu'on allait repartir avec elle. Donc moi, sur le coup, je dis à mon mari, moi, je suis très sécurité. J'ai ramené d'ailleurs mon cosy pour que ça soit un cosy sécure et tout, pas en acheter un là-bas. Et sur le coup, je dis à mon mari, non mais retourne à l'appart et va chercher le cosy. Et il me regarde et il me dit, écoute, on est à 900 mètres de l'orphelinat, ça va peut-être aller. En sachant que voilà, là-bas, y a pas, c'est assez rare. Et donc, je l'ai mis au sein. Et elle a tété. Il était donc 15h et elle a tété jusqu'à 20h. Hop, hop, hop. Voilà, la première tétée, en fait, elle ne voulait plus du tout lâcher. Je me suis dit, ok, ça va être chaud cette histoire. Et du coup, bah après, moi, j'étais super contente et les grands frères étaient super fiers. Il y avait ma belle-mère qui était là, qui était en pleine admiration et en mode ne bouge pas, laisse-la accrocher, ne bouge pas. Donc c'était chouette. Attends, rappelle-moi ta belle-mère, est-ce que c'est elle qui faisait la soupe magique ? C'est elle qui faisait la soupe magique, c'est elle qui nous a gardé les enfants pour qu'ils traînent pas trop dans les tribunaux, etc. Et le rapport à l'allaitement au Maroc est vraiment différent de la France, quoi. Donc voilà. Ouais, donc c'était la fête pour tout le monde en fait. C'est ça. Et puis donc voilà, donc c'était vraiment génial. Donc t'as repris de cette soupe magique cette fois-là pour cet allaitement-là. Ouais. Ah, rappelle-nous, c'est une soupe que ta belle-mère fait, traditionnelle. Une soupe traditionnelle qu'on fait aux femmes qui viennent d'accoucher, aux femmes allaitantes, etc. Et qui est plein de bonnes choses, que ça soit de l'orge, du fenugrec, du fenouil, enfin vraiment tout ce qu'on... T'as la recette ? J'ai la recette, elle est sur mon Insta d'ailleurs. Ouais. C'est vrai ? Ah, bah je la mettrai, je pourrais la mettre sur Milkshaker. Et vraiment, ça marche hyper bien. Et du coup, cette première soirée s'est très très bien passée, sauf que bien sûr, à 20h, 20h30, 21h, moi j'étais en choc, forcément. En sachant que la veille, je tirais uniquement 230 millilitres quand même par jour. Donc, ce qui était quand même pas assez pour couvrir les besoins d'un bébé. Donc, moi, j'avais fait quelques stocks. J'avais fait un peu de stock dans le congèle de la location où on était. Et du coup, le soir même, comme elle avait l'habitude d'avoir un bib à 21h et de dormir, on lui a fait un bib à 21h. En se disant, voilà, on va y aller tranquille quand même. On va pas l'affamer tout de suite. Donc voilà, papa lui a donné son premier bib de lait maternel. Et elle a fait une nuit complète. Donc ça, c'était cool. Elle est parfaite, cette enfant. Totalement. Ça a changé depuis. Mais non, mais voilà, parce qu'elle avait encore le rythme de l'orphelinat au final. Et voilà, c'était une enfant parfaite parce que voilà, elle ne pleure pas, elle ne réclame pas. Et au final, tu te dis, un bébé de 3 mois qui réclame pas,
Voilà, Ouais, c'est pas c'est qu'il y a un logique. truc qui va pas trop. Donc après, une fois qu'elle a compris qu'elle pouvait être dans les bras, qu'elle pouvait téter quand elle voulait, Elle voilà. t'a pu lâcher. Du coup, de toute façon, les 3-4 jours qui ont suivi, on a passé notre vie en sling. Sling, tété, on faisait que ça. Oui, et puis toi, de toute façon, il fallait qu'elle Voilà, stimule c'est à ça. fond, parce que si tu tirais 230 millilitres par jour, il fallait bien... Enfin voilà, en effet, ça couvre pas les besoins d'un bébé de Voilà, il cet fallait âge-là. qu'elle stimule à fond et il fallait aussi, elle, qu'elle reprenne l'habitude d'une tétée efficace. Parce qu'elle acceptait de Ouais. téter et elle avait du lait, etc. Mais forcément, pas comme un bébé qui est allaité depuis toujours. Donc voilà. Mais moi, je me suis dit, tant qu'elle n'a pas envie de lâcher, eh ben, elle ne lâchera pas. C'est très bien. Et j'ai fait quelques compléments avec le dalle, avec mon lait donc, que j'avais stocké. Je faisais un complément le midi, un complément le soir. Mais en même temps, il n'y a pas un moment où elle pleurait de faim. Il n'y a pas un moment où elle levait sa tête du sein en chouinant parce qu'il n'y avait pas de lait ou quoi que ce soit. Donc je me suis dit, je la laisse faire, je la laisse gérer. Bah, faut dire que si elle était habituée à s'endormir de C'est ça. faim à 18h30 alors qu'elle mangeait à 21h, elle avait quand même l'habitude, la Voilà, pauvre chouette. et ce qui m'a fait beaucoup douter, c'est que je me suis dit, mais là, on n'est pas sur un enfant lambda, on n'est pas sur un enfant qui va pleurer quand il a faim, on est sur un enfant pour qui la faim, c'est la norme. Ouais, donc ça c'est hyper déstabilisant quand on veut mettre en Parce que place un dans allaitement. l'allaitement, on dit beaucoup, fais confiance à ton bébé, voilà, un bébé se laisse pas mourir de faim, s'il dort, il dort, enfin, voilà, si t'as plus de lait, il te le fera comprendre. Et là, au final, il a fallu effacer tout ça. Et en même temps, ne pas être trop dans le calcul parce que c'était une situation complètement inédite. Je ne peux pas me référer à, à quoi que ce soit. Donc voilà, on a fait un peu à notre sauce, c'est-à-dire qu'elle a gardé un bib le soir pendant 4 jours. Donc un bib de mon lait pendant 4 jours le soir. Et en fait, au bout de 3 jours, D'accord. elle me virait les sondes du dalle pour le midi. Je me D'accord. suis dit, écoute, elle pleure pas. Peut-être que ça lui convient. Et moi, j'ai pas du tout essayé de tirer parce que vu qu'elle était au sein toute la journée, voilà. J'ai essayé de tirer Ouais. 2 fois et il y avait rien. Je me suis dit, ça va me déprimer plus qu'autre chose. Je vais me dire que j'ai pas de lait et tout alors que c'est pas vrai. Arrête tes bêtises. Donc j'ai arrêté. J'en ai laissé faire comme ça. Et au bout de 4-5 jours, elle s'endormait sans son biberon. Et au final, au bout de 6 jours, elle était allaitée exclusivement, sans aucun complément. Au bout de 6 jours à la Ouais. sortie de l'orphelinat? Mais Et c'est dingue. voilà. Alors après, au niveau du poids, je pense qu'elle a perdu un petit peu de poids. Et le problème, c'est qu'on peut pas Ouais. se référer au poids de l'orphelinat parce qu'il est pesé en pyjama avec couche. Donc voilà, la pédiatre qu'on a vue là-bas m'a dit ne prenez pas ça en compte. Mais au vu des courbes, etc., je pense que voilà, elle a dû perdre un petit peu de poids. Mais je me suis, voilà, elle était active, elle mouillait ses couches, elle était en train de se marrer tout le temps. C'était pas un enfant qui était dans la douleur, c'était pas un enfant qui était déshydraté. Donc je me suis dit laisse faire les choses, voilà. Et au final, T'as quand même fait je lui ai fait confiance. confiance, T'as on s'est fait réussi. confiance. Et quand on est rentré en France, donc le 10 juin, donc 2 mois Ouais. plus tard. Ouais, donc longtemps Oui, parce après, que vous êtes resté longtemps. le Maroc a fermé ses frontières. Voilà. Ah oui, on est tombé dans la période où ça Le fermait. Maroc a Ok. fermé ses frontières, du coup le consulat nous disait on peut pas faire de visa à votre enfant parce qu'il nous faut un billet de retour si vous voulez un visa. Et ce même consulat nous disait on peut pas vous mettre sur la liste des rapatriements puisque votre fille n'est pas française, elle n'a pas de visa. Ah oui, c'est le Voilà, serpent qui se génial. mord la queue. On a eu encore plein d'autres rebondissements parce que mon mari, lui, est rentré avec les enfants. On devait rentrer tous ensemble. On a enfin eu le visa le 2 juin. On devait rentrer en bateau parce qu'on avait la voiture. Et arrivé devant le bateau, Ouais. donc après 3 heures de route, tout le monde chargé, les enfants très heureux de ramener leur petite sœur, le douanier nous dit il y a un problème, en fait, le visa de la petite n'est pas à la bonne date. Le bateau était, non, le bateau Oh était là là. le 22 mai, et arrivé en France le 24, et son visa commençait le 25. Voilà, on Oh a là tout là là fait là pour là là là. négocier. J'ai dit, mais écoutez, s'il faut qu'on reste 6 heures à la douane du port pour attendre minuit et qu'on débarque sur en France réellement qu'à partir de minuit 1 le 25, c'est pas un problème, mais ils n'ont rien voulu savoir. Donc attends, du coup là, la famille Voilà. se sépare Donc, en deux. Il y en a qui rentrent en France en bateau et toi tu ça. restes Voilà, la seule avec famille elle. se sépare. En 20 minutes, on a dû prendre la décision. J'ai récupéré les affaires que je pouvais dans la voiture parce qu'on avait fait les valises pour arriver jusqu'à la maison, du coup.
On n'avait pas fait une valise pour moi et la Bien sûr. petite, une valise pour les autres. Les garçons, première séparation avec moi, donc gros drame. Mon grand surtout, qui était en stress total et me disait on va jamais pouvoir ramener notre petite sœur. Donc, il avait Oh, les bien compris que le chouchous. problème c'était ses papiers à elle et il s'est dit je pourrais jamais l'avoir chez moi quoi. C'est super dur et là l'allaitement m'a encore sauvé la vie parce que du coup on a dû appeler la famille, alors quelqu'un que je ne connaissais absolument pas qui habitait sur cette ville pour me loger pour la nuit avant de reprendre le train le lendemain jusqu'à Casablanca, 3 heures de train. Et je me suis retrouvée avec ma fille et 4 couches. Ok, c'est le strict Voilà, minimum. 4 couches de pyjama et un moyen de portage parce que j'en ai toujours un sur moi. Mais sur le coup, je me suis dit, moi qui suis en plus pas super à l'aise quand je connais pas les gens, si j'avais dû m'imposer dans une famille et en plus me dire, ah voilà, est-ce que vous avez telle eau pour faire le bib Ah, faut que j'aille à la pharmacie chercher ça. Ah, 3 heures du mat, bonjour, il y a quelqu'un pour m'allumer le gaz. Ça aurait été super compliqué. Et au final, vu qu'elle était que au sein, ça s'est super bien passé. Elle pas déstabilisée pour un sou, parce que du coup, voilà, son repère, c'était vraiment moi, c'était vraiment le sein, et ça lui a posé aucun problème. Et donc, on a fini Ah, par elle en a vu rentrer d'autres. le 10 juin, et donc jusqu'au 10 juin, pendant 2 mois, elle était exclusivement. C'est-à-dire que je n'ai jamais sorti une boîte de lait. J'ai jamais. Enfin, on a acheté une boîte de lait en fait, parce que mon mari était un peu en stress, voyant que voilà, on l'a fait peser 2 fois chez le pédiatre, elle n'avait pas pris un gramme. Donc voilà. Et au final, j'ai résisté. J'ai résisté. On a fini par partir en laissant la boîte pour quelqu'un qui en avait plus besoin que nous. Et donc, quand on est Ouais. rentré en France, elle avait fait 2 mois d'allaitement exclusif, en sachant qu'elle était en allaitement exclusif à partir de 6 jours après la sortie de l'orphelinat. Ouais. Et que je n'avais aucun stock en fait, parce que j'avais passé mon stock que j'avais fait dans la location, donc pour les 6 premiers jours. Et après, j'avais plus rien d'avance. Donc, j'aurais même pas pu. Voilà, c'était soit ça, soit du lait artificiel. C'est pour ça aussi qu'on avait une boîte. On s'est dit, voilà, on va pas non plus forcer les choses. Bah, bien sûr, quand Un même, au soir cas où où. à la fin, on va pas lui dire, eh ben, ma chérie, tant pis. Mais au final, on n'en a jamais eu besoin. Tu ronfles un peu là. Oui, vous Voilà, entendez elle a Maria le qui nez un ronfle. peu pris. Elle est en train de Tranquille. téter d'ailleurs. Et du coup, elle joue avec. Et du coup, quand on est rentré, moi, j'avais mes 20 litres au congèle. Donc, je me suis dit, voilà, là, je vais pouvoir booster un petit peu sa prise de poids parce qu'elle avait toujours pas pris de poids. Après, Ouais. voilà, il y a pas que l'allaitement qui est en cause. Il y a aussi le fait qu'elle soit passée d'un univers où elle était tout le temps posée au sol ou dans son lit. Enfin, même pas au sol, dans un coussin, donc elle pouvait même pas se retourner ni quoi que ce soit. Il y a un coussin de grossesse là, Mm. à un environnement où elle passait de bras en bras, où elle a découvert les rires, les cris, le mouvement, le vent, le soleil. Enfin, donc Ouais, ouais. forcément, ça lui a mangé beaucoup d'énergie. Et puis voilà, changer d'alimentation. Pour un bébé, c'est jamais anodin, donc c'était quand même un gros changement pour elle. Et du coup, on est rentré en France et j'ai commencé par lui donner, enfin, on a tenté de donner un biberon, 2 biberons, mais déjà, ça se passait beaucoup les tétés. Donc, je l'ai pas Mm. senti trop bien. Et j'étais totalement mal à l'aise, en fait. Limite, c'est mon mari qui lui donnait. Moi, j'étais presque en pleurs, en fait. À dire, mais non, on va pas tout foirer maintenant, quand même. Enfin, ça fait 2 mois qu'elle est au sein. Et non, c'est pas possible. Ah, donc toi, ça t'angoissait Ouais, de lui ça donner des m'angoissait biberons, là. complètement. Le dalle, toujours pas. Donc, voilà. Et elle avait quand même 5 mois. Oui, oui, du coup, elle a 5 Voilà, mois, ouais. à ce moment-là, elle a 5 mois et je me dis, est-ce que moi, à la base, je voulais faire la DME avec elle, donc la diversification par Ouais. l'enfant. Est-ce que je mets en jeu mon allaitement pour qu'elle puisse avoir un complément de lait au biberon et que du coup, elle commence la DME plus tard? Ou est-ce que je, entre guillemets, mets en jeu la DME en commençant directement à la cuillère avec mon lait qui serait un peu épaissi? Mais du coup, voilà, pas sûr que je puisse lui donner des morceaux tout de suite. Le choix, il a été vite fait, forcément. Et du coup, quand elle a eu 5 mois et Ouais. demi, j'ai commencé à lui donner. Enfin, donc, elle était en allaitement exclusif. Et pour le goûter, elle avait 150-200 millilitres de lait que j'ai épaissi avec des céréales, en fait. Céréales bébés sans sucre, D'accord. etc. Et du coup, ça s'est très bien passé et elle a commencé à reprendre du poids. Ça fait quand même 20 litres de lait maternel.
à épaissir Voilà. au goûter. T'en as encore, non? On en est que maintenant, donc à 6 mois et demi, elle a commencé à être diversifiée en DME. Ça, il n'y a aucun problème. Ouais. Donc c'est une très 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 bonne mangeuse. Elle adore manger. Tu lui as fait des flancs, des trucs Alors comme non, ça, le lait, je suis vraiment après? restée sur le goûter avec les céréales. Parce que j'ai testé les flancs et tout, mais dans mon organisation, déjà, ça n'allait pas. Ça D'accord. n'allait pas dans mon Ok, organisation. c'est une très Et elle bonne n'était raison. pas fan. On a essayé une ou deux fois, je sais pas si c'est la texture ou quoi, mais... Et donc, du coup, elle a commencé à être diversifiée. Donc, repas du midi, repas du matin. Et au final, maintenant, elle va avoir 9 mois. Et on n'a toujours pas fini nos 20 litres. Ouais, c'est ce que je te disais, il doit encore y Voilà, en on est sur avoir. la fin. Je pense qu'il va me rester. Ben voilà, elle va pouvoir aller jusqu'à ses 9 mois, jusqu'au 5 à peu près quoi, octobre. Donc elle a Mhm. toujours ses petits goûters lactés. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que maintenant, j'arrive sur les derniers paquets, les derniers sachets de lait. Et en fait, j'avais mis des petites anecdotes dessus. Euh, Ce qui fait que là, par exemple, hier, je lui ai décongelé le petit paquet où c'était écrit annonce aux garçons euh, du jour où on leur a annoncé qu'ils allaient avoir une petite sœur. Quoi. Donc, c'est assez chouette. Génial. Et voilà. Et maintenant qu'elle voilà, elle a repris une courbe correcte, tout va bien. Donc, je sais que quand j'arriverai à la fin de mon stock, et ben, elle passera sur des goûters autres, mais elle aura toujours pas besoin de compléments en lait. Et d'ailleurs, j'ai rangé le biberon pour le prochain il y a 2 jours. J'ai rangé ma cuisine, j'ai vu ce biberon qui trônait là sur cet égouttoir à biberon qui ne m'a jamais servi. Ouais. Ça y est, tu Et je l'as l'ai rangé. rangé. Voilà. Je dis ça ne sert plus à rien. Je sais que ça me servira pas. Donc voilà, on est sur un allaitement classique. Et alors, c'est comment allaiter exclusivement, du coup, au C'est sein? dingue, c'est complètement dingue. Déjà, c'est quelque chose qu'on a remarqué assez rapidement, c'est que, enfin, les personnes qui connaissent un peu l'allaitement vont pas être surpris, mais les blessures cicatrisent beaucoup plus vite. La blessure de l'abandon, Mhm. la blessure de la vie en collectivité quand on est tout petit. Enfin, mon mari m'a fait la remarque au bout, je crois, de 10 jours, même pas 10 jours, où il l'a regardé dormir au sein. Il m'a dit, mais en fait, c'est toute sa vie, quoi. Elle se souvient même plus du reste. C'est voilà. Donc, donc c'est vrai que ça c'est assez dingue. Et puis voilà, on voit vraiment que ça comble. Voilà, c'est pas juste un besoin nutritionnel, quoi. C'est Ouais. des bébés qui en ont encore plus besoin, je pense, que d'autres qui n'ont pas eu de blessures. Et du coup, voilà, c'est dingue le rapport qu'il y a. Et puis en plus, moi, du coup, dans mon protocole, j'ai continué. Parce qu'en fait, donc, on prend de la dompéridone, qui est une molécule qui va faire monter la prolactine. Sauf que il y a un moment donné où on va l'arrêter quand même. Oui, à un Voilà. moment ou à un autre. Je rappelle que la donepéridone, c'est un anti-vomitif à la Voilà, base. donc c'est vraiment, nous on s'en sert pour son effet secondaire, mais le but n'est Ouais. pas de le garder indéfiniment. Et donc on est rentré et en juin, et moi j'ai commencé à diminuer 3 semaines, un mois après, le temps d'arriver, etc. On avait un bon rythme, et du coup j'ai commencé à diminuer chaque semaine. Enfin, au début chaque semaine je diminuais. À chaque fois j'avais une baisse de lactation. Où du coup, en plus, Ouais, on a eu des coups de chaud à la même période. Donc voilà, parce que tout c'est à fait. des marathons tétés, impossible de prendre une douche. Et du coup, petit à petit, ça s'est calmé. Et j'ai fini par arrêter complètement mi-août, je crois. Donc, Mhm. encore aujourd'hui, je réalise pas. Il y a des fois, je regarde ma fille, où je l'allaite comme n'importe qui. Il n'y a plus rien, là. Il n'y a rien qui Et soutient voilà, derrière, il n'y a rien qui booste la c'est ça. lactation. Ça y est, ton corps, il a pris le relais Voilà, en entier. on n'est plus du tout sur une vue, parce que j'ai eu ce genre de remarques, que ce soit pour mon premier, mon deuxième, même ma troisième, voilà, c'est pas normal, c'est pas naturel, oui, mais si tu passes par un protocole, c'est que tu devrais pas allaiter, c'est que c'est pas, voilà, et au final, voilà, on se rend compte que c'est vraiment juste une aide pour lancer le truc, mais c'est elle qui Mm. fait le travail derrière, quoi. Ouais, c'est elle qui fait le Donc job. voilà. Ouais, Donc ouais. maintenant, voilà, on profite à fond sans se prendre la tête de prise de poids, de est-ce qu'elle a faim, est-ce qu'elle a pas faim, est-ce que donc voilà. C'est juste simple et c'est dingue à quel point c'est simple. Parce qu'en plus, on oublie tout.
Enfin, c'est un protocole qui est pas facile, honnêtement, hein. Que ça soit Ouais. sur les nerfs, enfin, il y a des mots comme voilà la prise de poids, les brûlures d'estomac, les sautes d'humeur. On passe par tout ça. Ouais, on en parlait dans le premier épisode. C'est les symptômes de grossesse, certains aléas autour de la grossesse, mais sans la Mais le grossesse. truc, c'est qu'en plus, tu te dis, je ne sais même pas s'il y aura un résultat au bout. Ouais, sans savoir où est-ce que tu vas, quel enfant tu rencontres, est-ce que Sur ça les va premiers mois, tu sais marcher. pas s'il y aura un résultat. Après, bon, avec du stock au congèle, tu te dis que c'est déjà ça. Mais tu sais pas si tu pourras, si tu auras cette récompense, entre guillemets, de pouvoir vivre ça. Et, et puis au final, ça se fait tellement simplement que tu oublies, quoi, en fait. Voilà, je suis prête à Hmm. repartir pour 18 mois de protocole pour le quatrième, Ouais, mais alors sans aucun problème, quoi. il va y en avoir un quatrième. Alors, normalement, il va y en avoir un quatrième. En sachant que donc maintenant, on a franchi cette étape de la mise au sein, on a franchi cette étape de, de ne plus avoir aucun traitement et d'être sur un allaitement normal, j'ai envie de dire, classique. Ouais. Et la prochaine étape complètement dingue serait le co-allaitement d'ici 1 an et demi, quoi. Un an et demi. Ouais, c'est de continuer cet allaitement-là, de pas Ouais, avoir à refaire ce ouais, protocole. La lactation est en route c'est et ça. go, on attend le C'est ça. bébé Alors suivant. on a hésité à partir là cet été. Et, Ouais. et non, non parce qu'on est des humains en fait. Ouais, j'allais dire, vous êtes quand même d'une Voilà, motivation on de est des dingue. humains. On va déjà survivre à nos 3 enfants avant de, avant de se lancer. Et non, puis en fait, je pense que chaque enfant a le droit d'avoir son temps à lui. Après, bon voilà, quand il y a j'ai médité, etc., on s'en sort et on aime tout autant nos enfants, ça c'est pas la question. Mais je pense que c'est des enfants voilà qui ont tellement été dans le collectif que voilà lui accorder 2 ans et demi au lieu d'1 an et demi, c'est pas plus mal quoi. Voilà, qu'elle reste Tu trouves ça le bébé juste. de la maison et que chacun ait son temps. Puis pour l'autre bébé aussi, de pas avoir à partager et de pouvoir aussi être à 100% le centre de l'attention. Donc voilà. Donc on espère que ça dure encore quelques années. Ils en pensent quoi, les deux grands? Alors les deux grands, ouais. Alors mon grand, il a 8 ans et mon moyen du coup a 5 ans. En sachant que en fait mon D'accord. grand, pour lui, il m'a vu faire le deuxième protocole aussi, donc il avait 3 ans à cette époque-là. Et pour lui, c'est tout à fait normal. Enfin, c'est la base. Je comprends pas. Ok. Pourquoi, voilà, pourquoi Normal vous en faites tout life. un sketch tu veux un bébé, tu vas à l'orphelinat déjà. Pour lui, c'est sa norme aussi. Oui. Et t'as un bébé, tu l'allaites, bien sûr, que tu l'aies porté, pas porté. Enfin, voilà. Donc lui, puis en plus, il est un petit peu à l'âge, il rentre, je crois, déjà dans la préadolescence, donc il s'en fiche un petit peu. Il est très très heureux de voir sa sœur. Quand il la voit téter, il me dit mais elle est tellement mignonne quand elle tète. Donc pour lui, c'est normal. Et mon second, lui, qui a été mon copilote pendant ces mois de préparation parce que il voue une passion pour les tirelets, pour l'allaitement, c'est Ah oui. vraiment un truc pour lui. Enfin, c'est un fan de Baby Boom à 5 ans, enfin voilà. Ah ouais, ouais, pour lui tout ça c'est magique. Et c'est lui qui était super fier, qui me disait regarde maman t'as tiré, il regardait dans le frigo, t'as tiré ça aujourd'hui? Oui, oh, c'est trop bien maman, c'est trop bien. Ah ouais, c'était ton coach. Ah ouais, c'était mon coach et il était à fond dedans. Il a voulu goûter une fois aussi, mais ça s'est arrêté à une fois. Il m'a dit je crois que c'est vraiment pour les bébés, hein. Et du coup, lui était très très fier, était très très fier. Et bof, au final, maintenant, c'est la norme aussi, quoi. C'est normal. Et ça, je crois que c'est encore plus dingue, c'est que pour eux, ça soit normal, quoi. Je veux Eh dire, ouais. ils parlent avec leurs copains ou avec la maîtresse. Ah bah oui, parce que ma petite sœur, elle a tété. Ma petite sœur, elle a tété. Ah bon? Parce que les gens ne pensent pas, enfin, quand ils savent que c'est une adoption. Donc voilà, pour eux, c'est tout à fait normal. Et T'as semé des graines là, mais tu sais, au tout départ, quoi. voilà, on a la chance d'avoir cette double culture où au Maroc, c'est normal. Au Maroc, un allaitement complet, entre guillemets, minimum, c'est 2 ans. Donc, Ouais. forcément, et allaiter dehors, c'est normal aussi. Je veux dire, quel que soit le portage, c'est pareil, les grands-mères qui portent, les tatas qui portent, enfin,
Donc pour eux, tout ça, c'est normal. C'est comme ça qu'on s'occupe d'un bébé. Un bébé, sa tête. Un bébé, c'est porté. Un bébé, c'est dans les bras tout le temps. Et il n'y a rien de bizarre. Il n'y a rien de bizarre. Et si tant est qu'un jour, ils me disent, ouais, mais quand même, là, on peut pas jouer tranquille, je leur rappelle qu'eux ont vécu la même chose, quoi, même s'ils n'ont pas forcément tété. Ils sont très, très fiers aussi, tous les trois, d'être frères et sœurs de lait. Ouais, on en avait parlé la première fois. Ouais. C'est vrai qu'ils en sont assez fiers. Et c'est super chouette. Et voilà, je trouve là, on est en train d'écrire une belle page qui n'avait pas forcément commencé sous les meilleurs auspices. Ouais, c'était compliqué. Hein. Ouais. Ouais, ça a été mon protocole le plus compliqué, le plus éprouvant et le plus long aussi. Ouais. Et c'est vrai que j'étais déprimée avant de savoir comment ça allait se passer, parce que je me suis dit, j'ai fait tout ça, au final, je tire 200, 230. Donc, ça sera jamais suffisant. Elle tète, c'est bien, mais est-ce que ça va continuer? Parce que je vais être obligée de la complémenter. Donc, voilà. Et voilà, comme quoi, il faut se faire confiance à bébé. Et même quand on est en tir-allaitement, ne pas forcément se fier à ce qu'on tire. Parce que je suis persuadée que si elle n'avait bu que 230 par jour, elle aurait perdu énormément de poids. Elle n'aurait pas été épanouie comme elle était, à dormir une étoile de mer totalement détendue. Donc c'est que je produisais bien plus que ce que je tirais, quoi. Ok, du coup tu parlais de l'allaitement au Maroc qui est assez différent de l'allaitement en France, en tout cas de la vision qu'on a de l'allaitement. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Comment tu vis ton allaitement en France, le regard des autres? Alors même sans parler, là ne parlons même plus de la lactation induite, tu vois, et de ce contexte particulier autour de ton allaitement à toi. Mais pour toi, c'est quoi l'allaitement en France aujourd'hui? Est-ce que c'est facile, pas facile? Comment tu le ressens? Alors, moi, je trouve ça facile dans le sens où j'ai une facilité qui est que je suis à la maison. Donc, au final, voilà, je suis pas confrontée à devoir allaiter dans des lieux qui pourraient déranger ou quoi que ce soit. Je veux dire, j'ai allaité à la ludothèque, j'ai allaité au resto, j'ai jamais eu aucun problème. Après, en sachant que je pense que allaiter en extérieur ne pose de problème à personne du moment qu'on est entre guillemets caché. Et moi, étant voilée, de toute façon, personne n'aperçoit un morceau de peau. T'as la sensation que ton voile finalement te protège un peu du visuel et... Voilà, au final, moi, il y a personne qui peut rien voir. Donc, si quelqu'un se permet de me faire une remarque, il aurait rien à dire en fait. donc personne ne se permet de faire aucune remarque. Ouais, peut-être qu'ils voient même pas que t'allaites. Ah mais oui. Moi, quand j'allais la dernière fois à la ludothèque, j'ai la personne qui me dit, oh, elle avait besoin d'un gros câlin. Je dis non, en fait, elle est en train de péter là. Elle était en sling, normal, hein, je l'avais pas enfouie. Mais donc je dis non, elle est en train de téter. Ah, vous la nourrissez? Oui, je la nourris aussi de temps en temps. Oui, tout à fait. Mais voilà, moi j'ai eu aucun problème, j'ai eu aucun souci. Pour le moment, au niveau pédiatre et tout, je suis tombée aussi sur des bonnes personnes. Après, elle a que 9 mois. Ouais. On verra un peu plus tard comment ça se passe. Mais c'est vrai que le Maroc, c'est un autre monde parce que ici, on fait tout un scandale d'une femme qui va allaiter son enfant en parlant de pudeur, d'exhibition, etc. Alors que pas du tout, clairement. Et tu vas dans un pays qui est quand même un royaume musulman où la pudeur a un autre sens en fait, parce que la plupart des femmes sont voilées, ou si elles sont pas voilées, au moins c'est très rare de voir ne serait-ce qu'une femme en manche courte, par exemple, ou en jupe ou quoi que ce soit. Et pour autant, c'est tout à fait normal, mais alors tout à fait normal de voir une femme sortir son sein, allaiter son bébé. Je veux dire, moi j'ai fait le choix personnel d'être discrète. Mais au Maroc, il y a autant de femmes qui font le choix d'être discrètes que de femmes qui disent mais en fait ça vous plaît pas, vous tournez la tête. Et c'est tout à fait normal. Enfin, moi je l'ai vu que ça soit dans les administrations, dans la rue. Ça ne choque personne et c'est en fait c'est tout à fait une autre mentalité. Parce que bien sûr il y a généralement des hommes, hein, on va pas se le mentir, des hommes qui sont mal à l'aise.
mais ils ne s'autoriseraient jamais à dire quoi que ce soit ou à avoir un regard insistant. Ils savent que si eux-mêmes sont mal à l'aise, eh ben, ils détournent le regard et c'est ce qu'ils ont à faire de toute façon. Ouais. Et point barre. Et il y a aussi je trouve une grosse sororité en fait, qui est que voilà, autant une femme qui est à l'aise va allaiter dans un couloir du tribunal. Et si quelqu'un se permet de la regarder de travers, c'est elle qui va regarder de travers et la personne qui va se sentir fautif parce qu'il sait très bien que je nourris mon enfant, ça te plaît pas, ok, mais va-t'en en fait. Ouais, c'est complètement banalisé. Et autant, voilà, j'ai vu par exemple une jeune mère, comme je crois 95-98% des jeunes mères, que ce soit en France ou ailleurs, les premiers temps, quand tu allaites à l'extérieur, t'es pas forcément à l'aise, t'as pas forcément envie qu'on te regarde, voilà. Et j'ai trouvé ça trop mignon parce qu'elle s'est assise. Il n'y avait pas trop d'autres endroits, donc elle était au milieu du tribunal, parce qu'on a fait beaucoup de tribunaux. Oui. et j'ai vu trois anciennes qui étaient en train de discuter, qui se sont déplacées et qui ont continué à discuter, mais en se mettant devant elle, en fait. Donc, sans échanger un mot, sans... Non, juste pour qu'elle soit confort. Juste pour qu'elle soit confort. Et je pense que ça demande d'efforts. Ça ne demande pas d'efforts surhumains de ces petites attentions et être autant bienveillante que ça soit envers une femme qui est tout à fait à l'aise et qui allaite naturellement de façon ouverte et sans aucun souci, que d'être bienveillant aussi avec une mère qui serait un peu moins à l'aise et sans pour autant lui balancer oh non mais tu sais c'est ton droit, fais ce que tu veux. Oui mais ouais mais peut-être qu'elle a pas envie juste. Voilà, peut-être qu'il me faut du temps, peut-être que et donc c'est vrai que c'est une autre vision des choses et c'est pareil sur la durée de l'allaitement. Allaiter un bébé jusqu'à 2 ans, c'est la norme. Alors justement, j'ai une question là-dessus parce que dans mon souvenir, jusqu'à 2 ans, c'est complètement la norme. Mais j'ai ouï dire que passé 2 ans, par contre, ça commence à être beaucoup moins bien vu, comme s'il y avait un cap à 2 ans. Alors je sais pas si c'est au Maroc ou si c'est dans le monde musulman en général, je sais pas. En fait, dans l'islam, il y a entre guillemets un quiproquo. Enfin, c'est pas un quiproquo, mais en fait, dans l'islam, on dit que l'allaitement, au même titre que le prénom, c'est un des premiers droits qu'a l'enfant sur sa mère. Déjà, c'est pas quelque chose, c'est pas une option. C'est un droit que tu dois à ton enfant. Non, que la mère doit à l'enfant. Voilà, que la mère doit à l'enfant. Donc voilà. Et un allaitement complet dure 20 mois. Dans les textes, voilà, c'est écrit dans le sens, un allaitement complet dure, c'est 21 mois parce que c'est en calendrier grégorien et j'ai rien. Mais grosso modo, un allaitement complet, c'est 2 ans. Sauf que certains l'ont compris dans le sens, après 2 ans, c'est fini. Alors que ça veut simplement dire que c'est minimum 2 ans. À 2 ans, c'est complet et c'est toléré jusqu'à l'âge de raison. Donc l'âge de raison qui est 7 ans. Et du coup, on retombe totalement dans les chiffres de l'allaitement du sevrage naturel qui est entre 2 et 7. D'accord, ok. Oui, donc après, c'est une interprétation que font les gens d'un texte, c'est ça ? Disons quand ton enfant a 2 ans, tu peux faire le choix d'arrêter et tu lui auras donné son dû. Oui, en revanche, avant ça, c'est un peu pas une option, quoi, finalement. Voilà. Après, maintenant, ça, c'est vraiment le côté religieux. Mais après, il y a la culture et tout. Et de plus en plus, il y a l'occidentalisation qui dit que ton bébé sera plus gros s'il boit des biberons, c'est mieux. Et voilà, mais après, voilà, c'est pas rigide non plus. Et bien sûr que si ta santé est mise en péril, tu dois pas continuer l'allaitement, etc. Mais c'est voilà pour la ligne directrice, et c'est pour ça qu'un bébé de 2 ans, 3 ans qui est allaité, ça pose pas de problème. Après, il y a beaucoup de croyances dans le sens, comme en France, et dans le sens, voilà, si tu veux tomber enceinte, forcément, il faut que tu arrêtes d'allaiter. Alors, quelque chose là-bas qui est impossible, c'est t'es enceinte, tu arrêtes d'allaiter. D'accord. Parce que en France aussi, il y en a qui le disent, que le lait serait toxique pour l'enfant ou que tu risques de prendre trop d'énergie et du coup l'enfant que tu portes va être pénalisé. Voilà. Oui, on n'est pas non plus exempt d'idées reçues au Maroc, dans le monde musulman. Non, du tout. Normal, après tout. Les médecins, on n'en parle plus, on n'en parle même pas. Moi, j'ai l'exemple de ma belle-sœur qui a eu des jumeaux
ils ont maintenant 18 mois, et qui s'est vu gratifié lors de sa première écho où ils ont dit que c'était des jumeaux. Vous pouvez aller acheter une boîte de lait tout de suite parce qu'ils sont deux, vous ne pourrez pas les allaiter. Ouais, voilà, donc les idées reçues, c'est partout. En revanche, voilà, ce qui est écrit dans les textes de l'islam fait qu'il y a une banalisation peut-être plus facile de l'allaitement maternel dans ce monde-là. Ça reste voilà, ce qui est meilleur pour l'enfant, etc. Après, sans décrédibiliser les personnes qui ne pourraient pas allaiter ou quoi que ce soit. C'est pas, on te dit pas, si tu n'allaites pas, tu n'es pas un bon parent. On te dit, voilà, ce qui est bon pour l'enfant, c'est ça. Et au final, c'est l'OMS, quoi. Ouais, c'est ça. Non, accrochons-nous uniquement au côté positif. Donc voilà, mais c'est vrai qu'au Maroc, c'est beaucoup plus simple et que ça soit même au sein de la famille, voilà, on sait que tu as un bébé, on sait que tu vas allaiter, on va te proposer, est-ce que tu veux que je fasse sortir les hommes, ou voilà, on va pas toi te dire, bah tiens, regarde, il y a une pièce là-bas, tu vois le placard, si tu veux l'allaiter, tu vas là-bas. Donc c'est un autre état d'esprit, quoi. C'est pareil, donner le sein à quelqu'un d'autre, prendre un bébé qui n'est pas son bébé. Bon, là, d'ailleurs, j'avais allaité la fille de ma belle-sœur. Ouais. Quand on est parti en septembre, parce que j'étais en train de perdre entre guillemets ma lactation, et que voilà. Donc comme elle avait repris le boulot, donc la petite, elle avait 7 mois, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et sa fille n'arrivait pas à s'endormir sans le sein. Donc parfait, je suis là. C'est tout à fait normal que ma belle-mère me dise, écoute, t'arrives pas à dormir, mets-le au sein. J'ai peut-être demandé à sa mère, peut-être d'abord. Pourquoi ? Ouais. Et du coup, j'ai envoyé un message à ma belle-sœur parce que moi, personnellement, j'arrivais pas à donner le sein à sa fille sans lui avoir posé la question, quoi. Et elle a eu la même réponse que sa mère. En fait, elle me dit, oui, limite, pourquoi tu me demandes, en fait ? Pourquoi tu me déranges dans ma journée ? Ok. Et du coup, c'était marrant parce que quand on lui a présenté Maria, du coup, là, au mois d'avril, c'est un des premiers trucs qu'elle a fait, en fait. Ma belle-sœur était en fin d'allaitement. Ses enfants avaient 14 mois. Elle allaitait toujours, mais en fait, elle a découvert qu'elle était enceinte. Donc, dans son esprit, c'était trop, trop imprégné. Elle avait trop peur de mal faire les choses. Donc, elle a décidé d'arrêter d'allaiter pour sa grossesse. Et du coup, quand elle a vu Maria, je crois que 2 heures après, je me suis retournée et elle l'avait au sein, en fait. Sans te demander. Alors, j'avoue que sur le coup, j'étais pas super à l'aise quand même. Et elle me dit, j'avais trop envie d'allaiter. Ça me dit, ça fait trop longtemps que j'ai pas allaité un bébé qui a pas de dents. Toujours cette histoire de dents qui revient. Alors que là, elle commence à avoir des dents, ta chouchoute, ou pas ? Là, elle en a 6. Ouais. Bon, ça se passe bien, non ? Aucun problème. Elle m'a mordu 2 fois quand elle a eu ses 2 premières, histoire de voir ce que ça faisait. Bonheur. Voilà. Mais depuis, non, aucun problème. Mais c'est vrai que c'est pas la même sensation qu'un nouveau-né. Voilà, c'est différent. Et ça m'a fait rire parce que... C'est pour pas qu'on fasse peur aux mamans qui nous écoutent, les bébés avec des dents ne mordent pas normalement. Voilà, elle en a 6 et vraiment, j'ai eu aucune morsure. J'ai eu 2 mini morsures et encore, j'ai même pas eu de traces ni quoi que ce soit. C'est juste, elle a serré les dents et elle a découvert qu'elle pouvait mâchouiller avec ces nouvelles petites choses. Mais non, plus jamais m'a mordu. Donc. Mais je veux dire, c'était drôle parce que du coup, je me suis retrouvée avec ma belle-sœur qui avait ma fille au sein. Toute la famille autour, les oncles, les tantes... le beau-père, son mari à elle, et il y a personne qui a cligné des yeux, quoi. Il y a personne qui s'est dit, mais c'est étrange, mais... Enfin, non, c'est un nouveau membre de la famille, elle est dans la famille, moi aussi j'allaite, tu fais un truc... Enfin, voilà, quoi. C'est super. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus facile dans ce genre de climat. On se sent pas mis à l'écart, on se sent pas... comme on pourrait l'être... Enfin, moi, j'ai vu qu'ici, même en famille... les gens ont tendance à détourner le regard, genre je suis mal à l'aise, et en même temps moi je suis pas trop mal à l'aise, mais je me dis que peut-être ça va te mettre mal à l'aise. ouais, ça surenchérit dans le malaise. C'est ça, et au final je dis bon ok, la prochaine fois j'irai dans ma chambre, même si je suis chez moi. Ouais, donc c'est différent. Non, là l'histoire continue maintenant. L'histoire continue, j'espère que ça se terminera pas si tôt, mais je pense pas. Je pense pas, j'ai pas l'intention de la faire garder, j'ai pas l'intention d'arrêter pour quelque raison que ça soit, et je pense qu'elle a pas l'intention d'arrêter non plus. C'est bien, c'est parfait, vous êtes raccord, quoi. C'est ça. Bon, après on verra, hein. On peut avoir des surprises, mais c'est vrai que pour le moment on passe encore pas mal d'heures collées jour et nuit.
Ouais, donc pour l'instant, on est sur un allaitement au sein qui roule. C'est ça, qui roule, qui, on l'espère, peut-être va débouler sur un co-allaitement. Ça serait juste dingue. Ça serait complètement dingue. C'est dans un an, du coup, tu vois. Dans un an, on en reparle, quoi. C'est ça, mais du coup, moi, je me dis, après cette expérience, ces 3 expériences, et notamment cette dernière expérience, c'était déjà un peu mon créneau de dire rien n'est impossible dans l'allaitement. Rien. Mais alors là... Là, t'es remonté comme un coucou, là. Ah, mais c'est ça, en sachant que mon plus grand fils me dit, maman, ça serait trop bien si c'était des jumeaux ou des triplés. Hop, hop, hop. Passer de 3 à 5. Voilà, pourquoi pas. Mais j'avoue que si j'arrive à avoir ce moment de co-allaitement, ça serait dingue. C'est ça le next step. Ouais. Là, on arrive sur du level quand même. Ouais. Ok, bah écoute, j'ai hâte que tu me racontes. Hein. Je crois que je serai encore là dans un an pour milchecker et savoir comment se passe l'expérience d'après. Je te souhaite que ce soit moins difficile le protocole. Enfin, tu vois, sans parler de protocole, parce que cette fois-ci, je te souhaite qu'il n'y en ait pas si c'est ton choix et que tu arrives à continuer cet allaitement-là, mais que les démarches se simplifient, parce que voilà, on a cru comprendre que ça avait été une belle galère pour avoir cette louloute-là dans les bras. En tout cas, elle est magnifique. Moi, j'ai eu la chance de la voir en vidéo et vous n'aurez malheureusement pas cette chance-là, mais elle est magnifique. C'est incroyable d'ailleurs de la voir devant les yeux en enregistrant ça, parce qu'il y a un an, on ne savait même pas qui elle ou il serait. Et toi, tu savais pas ce qui allait t'arriver non plus? Ouais. Bah ouais. Bah elle était même pas là encore. Hein. Elle était même pas encore arrivée pour savoir. Si le podcast est sorti en janvier, elle est née le 5. Donc, je sais pas quand elle... Eh ben on va regarder la date, mais il est probable qu'elle soit née quasiment en même temps que le podcast est sorti. Et d'ailleurs, ça, j'en ai pas parlé, parce que voilà, ça me revient maintenant. Donc j'avais arrêté mon protocole là, entre septembre et etc. J'avais arrêté. Et j'ai décidé de reprendre le tirage. Je devais attendre un lundi. Enfin, je m'étais dit, j'attends lundi que les enfants, après les vacances, que les enfants reprennent l'école, etc. Et au final, j'ai repris, je crois que c'était un jeudi. Et j'ai repris le 5 janvier. T'as repris le jour où elle est née. Ouais. Et je savais pas du tout. Je savais pas du tout. Je savais pas encore qu'on allait être apparentés ni quoi que ce soit. Et quand on a, et en fait, ça c'est un truc que j'ai fait. Elle s'est transformée en dragon. Et en fait, c'est un truc que j'ai fait avec mes 3 enfants. Mais je faisais rien de dingue pour les 2 premiers. Quand j'ai su leur date de naissance, j'ai regardé ce que je faisais ce jour-là. Et voilà, maintenant, voilà, de par les photos, Insta et tout, on peut facilement retrouver. Et je me suis rendu compte que donc c'est le jour où j'ai décidé de recommencer à tirer. Je me suis dit, allez, ne baisse pas les bras. Et pourquoi aujourd'hui, pas demain, alors que j'étais censée attendre lundi, je ne sais pas. Et voilà, donc tout ça lui était destiné à elle, quoi. Waouh. Bon, bah écoute, on va se quitter là-dessus. Je crois que là, c'est le mot de la fin. Ok, bon, bah il me reste plus qu'à vous souhaiter belle vie tous les 5 pour l'instant et bientôt 6 peut-être. Plein de tétés, plein de tout ce qu'on veut, bien lacter et tout ça, plein de continuer de normaliser l'allaitement maternel. Je te souhaite que le next step soit, comment on dit, atteint. Et surtout, je nous souhaite de reparler dans un an de tout ça et qu'il y ait encore autre chose qui se soit passé. On parlera peut-être co-allaitement, on parlera peut-être sevrage de cette histoire si particulière. Je sais pas du tout. On va faire ce qu'on fait depuis le début. On va laisser couler, on va se faire confiance et on va voir où on... Je crois que tu fais ça pas mal du tout. Merci beaucoup encore, Bérengère, de partager avec nous ton histoire, tes histoires. C'est un plaisir pour la 2e fois. Je ressors de cette interview exactement dans le même état que la première fois. J'ai les yeux à moitié mouillés et j'ai la chair de poule. Je pense que ce sera partagé par les auditeurs et les auditrices. Donc, merci beaucoup de partager ton histoire. Elle est magnifique. Et plein de bonheur à vous tous. Merci beaucoup. Merci de porter la voix de l'allaitement, de tous les allaitements et de contribuer un petit peu à ce que les choses bougent, quoi. Merci, je continue, je lâche rien. Je vous dis à tous et à toutes à très bientôt dans Milkshaker. Salut Bérengère. Que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode.
Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, c'est très simple. Notez-le, abonnez-vous, mettez un commentaire avec 5 étoiles de préférence en fonction de votre plateforme d'écoute et surtout partagez-le sur les réseaux sociaux @milkshakerpodcast pour le faire connaître. Pour suivre l'actualité du podcast, ça se passe sur le compte Instagram du même nom ou sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous trouverez tous les épisodes. Vous pourrez désormais y faire un don si vous souhaitez soutenir Milkshaker. On se quitte encore et toujours avec Emma et son titre Blinded qu'elle a écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. I've been living inside me.